On a tous vécu ça, hein. On est tranquillement chez soi, peut-être en train de lire, et paf, le bruit d'une sirène, le grondement d'un camion, ou juste les voisins qui parlent un peu fort. Et ça traverse tout. Et on regarde la fenêtre, cette grande surface vitrée, et on se demande comment est-ce qu'une simple vitre pourrait devenir une vraie barrière contre le son? Eh bien, c'est précisément la question sur laquelle on va se pencher aujourd'hui. On s'est plongé dans un guide technique d'architecture assez pointu pour décortiquer la science, mais aussi les normes du vitrage acoustique. L'idée, c'est pas juste de savoir si ça marche, c'est surtout de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui fait la différence entre une solution qui est vraiment efficace et une autre qui au final ne sert pas à grand-chose. On va regarder la technologie, les pièges de l'installation et puis les chiffres surtout. Comment on mesure le silence? C'est un enjeu fondamental. Et il faut tout de suite le dire, le vitrage acoustique, ce n'est pas un gadget marketing. C'est une technologie très, très précise. En Suisse, par exemple, elle est encadrée par des normes comme la SIA 181 ou l'ordonnance sur la protection contre le bruit, l'OPB. Et ces normes, elles sont pas là pour faire joli, hein. Elles garantissent des résultats mesurables, objectifs. La performance, elle doit rien au hasard. Et comme souvent dans le bâtiment, tout est dans les détails. Alors justement, décortiquons ça. C'est quoi le secret de ce verre qui arrive à couper le son? Par où on commence? On commence par le premier principe, et c'est peut-être le plus surprenant. C'est la dissymétrie. Un double vitrage acoustique qui fonctionne bien, il n'est jamais fait de deux verres identiques. Au contraire, on va volontairement utiliser deux vitres d'épaisseur différente. Par exemple, un 6 mm à l'extérieur et un 4 mm à l'intérieur. Attendez, ça c'est complètement contre-intuitif. On s'imaginerait qu'il faudrait faire le mur le plus épais et le plus homogène possible. Donc deux verres de 6 mm, ça paraîtrait plus robuste. J'ai lu quelque part que c'est une histoire de résonance, c'est ça? Un peu comme un chanteur d'opéra qui brise un verre en cristal en trouvant la bonne note. C'est exactement ça. L'analogie est parfaite. Chaque matériau, en fonction de son épaisseur, de sa masse, a ce qu'on appelle une fréquence de résonance critique. C'est sa note de cristal, si vous voulez, la fréquence à laquelle il vibre très facilement et donc laisse passer le son sans grande résistance. Si on met deux verres de 6 mm, ils ont la même fréquence critique. Ils chantent ensemble. Ah, d'accord. Donc les bruits à cette fréquence, typiquement des bruits de trafic, vont passer très très facilement à travers les deux. En utilisant un verre de 6 et un de 4, on décale leur fréquence de résonance. L'un va vibrer à une certaine note, l'autre à une note complètement différente. Et du coup, l'onde sonore, elle est cassée. Elle ne trouve plus de chemin facile. C'est fascinant. Donc on ne cherche pas la force brute, mais plutôt une sorte de filtre intelligent qui perturbe le son. C'est plus subtil. Mais j'imagine que ce n'est pas le seul élément vital, hein. Non, loin de là. C'est un premier principe important, mais le vrai cœur du réacteur, ce qui fait toute la différence, c'est le deuxième élément, le feuilletage acoustique. On ne se contente pas de mettre deux verres différents. On utilise un verre qu'on appelle feuilleté, c'est-à-dire que l'une des vitres, souvent la plus épaisse, est en fait composée de deux feuilles de verre collées l'une à l'autre par un film. Dans un vitrage normal, c'est un film de sécurité. Mais ici, dans le vitrage acoustique, ce film est une résine spéciale, viscoélastique. On l'appelle souvent PVBS, pour silence. D'accord. Donc une couche en plus au milieu. Mais ce film PVBS, ça a l'air un peu magique, dit comme ça. Est-ce que c'est vraiment si efficace ou c'est aussi un bon argument marketing pour vendre des fenêtres plus chères? Il fait quoi concrètement? C'est une bonne question, mais non, son efficacité est prouvée, elle est mesurable. En fait, il faut le voir comme un amortisseur. C'est la meilleure analogie. L'onde sonore frappe la vitre, elle la fait vibrer. Mhm. Cette énergie, cette vibration, elle se propage vers l'intérieur. Mais quand elle arrive à ce film en résine, l'énergie est littéralement absorbée, dissipée en chaleur en fait, mais de manière infime. Le film freine la vibration, il l'étouffe, exactement comme un amortisseur de voiture absorbe les chocs. Et ça, c'est crucial pour ce que la source appelle le trou d'isolation. Les vitrages classiques sont très mauvais contre les basses fréquences, les bruits graves. Le bronze d'un camion, par exemple. Exactement. Le grondement sourd d'un camion, le passage d'un train, une grosse moto. C'est ce film PVBS qui va cibler et neutraliser ces fréquences que la dissymétrie seule ne bloque pas assez. Et puis, pour finir, il y a le troisième principe, plus simple à comprendre, la loi de masse et le gaz. La loi de masse, c'est un principe de base en acoustique. Plus un matériau est lourd, dense, plus c'est difficile pour le son de le traverser. Un verre plus épais est donc, logiquement, plus isolant. Et, entre les deux vitres, on a un gaz, souvent de l'argon. Son rôle est d'abord thermique,
Mais sa densité, qui est plus élevée que celle de l'air, aide aussi un peu à freiner la transmission du son. Ok, donc si je récapitule, ce n'est pas un seul truc magique. C'est une combinaison de 3 stratégies qui travaillent ensemble. D'abord, des épaisseurs différentes pour casser la résonance. Ensuite, ce fameux film amortisseur au milieu pour absorber l'énergie, surtout dans les graves. Et enfin, plus simplement, de la masse, du poids pour freiner les ondes. C'est vraiment une approche à plusieurs niveaux. D'accord. La technologie du verre, elle est impressionnante, on a ce trio gagnant, mais j'imagine que si l'installation n'est pas parfaite, si le cadre de la fenêtre est mal posé, tout ce bel édifice s'écroule. On peut avoir le meilleur vitrage du monde s'il y a un trou juste à côté. Ah mais c'est non seulement vrai, mais c'est le point le plus critique de tous. Je vais être très clair, une mauvaise installation, ça n'atténue pas les bénéfices, ça les annule complètement. Le maillon faible, ce n'est presque jamais le verre, c'est son intégration dans le mur. Et le premier point, la base de tout, c'est l'étanchéité à l'air. La règle d'or en acoustique, elle est toute simple. Si l'air passe, le bruit passe. Ça veut dire que les joints de frappe, vous savez, ces joints en caoutchouc entre la partie mobile et le cadre, Oui. doivent être impeccables, parfaitement posés, continus, en bon état. C'est si important qu'il y a une norme pour ça, la SIA 331, qui impose une perméabilité à l'air minimale. La moindre petite fuite d'air, c'est une autoroute pour le bruit. Justement, le document mentionne un truc assez fou là-dessus. Il dit qu'un caisson de store non isolé peut laisser passer autant de bruit qu'une fenêtre qui serait entrouverte. C'est une image ou c'est littéral? C'est absolument littéral. C'est l'exemple parfait du détail qui ruine tout l'investissement. On a vu des cas spectaculaires, un client près d'une voie ferrée qui investit une fortune dans des vitrages de 42 décibels, le top du top. Mais le bruit des trains était toujours là, à peine atténué. Il était désespéré. Et le problème, c'était quoi? L'installateur, par ignorance j'imagine, n'avait pas du tout traité les caissons des volets roulants. C'était des boîtes en PVC creuses, une paroi toute fine qui donnait sur l'extérieur, le son contournait la super fenêtre et passait par là. Incroyable. Un acousticien est venu, il a fait ouvrir et garnir ses caissons avec les bons matériaux. Et là, silence total. Ça montre bien que c'est une chaîne. Ça, c'est le genre d'info qui change tout. On se dit que le silence coûte cher à cause du verre, mais en fait, on peut tout gâcher avec un simple caisson de store. C'est à la fois frustrant et rassurant de savoir où se cache le vrai problème. Et qu'est-ce qu'on met dedans alors? De la laine de verre? Surtout pas. C'est l'erreur classique. La laine de verre, c'est un super isolant thermique, mais un très mauvais isolant phonique. Non, pour un caisson, il faut des matériaux spécifiques. Ils doivent avoir 2 qualités. Être lourd, pour la loi de masse, et être étanche, pour bloquer l'air. On utilise souvent des plaques de bitume lourd, des mousses acoustiques très denses. Et il y a un dernier point qui est souvent lié, la ventilation. Parfois, les fenêtres ont des petites grilles d'aération. Oui, pour renouveler l'air. Voilà. Mais si vous mettez une fenêtre ultra performante et que vous percez une simple grille dedans, vous créez un pont phonique direct. C'est comme faire un trou dans un mur anti-bruit. Il faut donc impérativement que ces entrées d'air soient elles aussi de type acoustique. Elles ont des chicanes à l'intérieur, une sorte de labyrinthe qui laisse passer l'air mais qui piège le son. Encore un détail qui fait toute la différence. On a parlé de la technique, de la physique, de l'installation, c'est très clair. Mais concrètement, comment on peut quantifier ça? Comment on sait si une fenêtre est bonne acoustiquement? Il y a une note, un indice qui permet de comparer les offres? Oui, bien sûr. La performance acoustique, ce n'est pas subjectif. Ça se mesure très précisément. L'indice de référence, c'est le RW. Ça s'exprime en décibels, en dB. Le W fait référence au bruit du trafic routier. Et le petit prime, l'apostrophe après le R, est crucial. Il indique que c'est la valeur de la fenêtre une fois qu'elle est posée, pas en laboratoire. C'est donc la performance réelle in situ qui inclut la qualité de la pose. Et pour donner un repère, la source est très claire là-dessus. Pour une zone urbaine normale, une fenêtre acoustique n'est vraiment efficace que si elle atteint un indice minimal de 35 décibels RW. 35 décibels? En dessous, la réduction du bruit est jugée insuffisante pour vraiment apporter un confort et justifier l'investissement. C'est un peu comme une note d'examen, si vous voulez. En dessous de 35, vous n'avez pas la moyenne. 35 dB. C'est un repère très net. Et pour mettre ça en perspective par rapport à un double vitrage standard d'il y a 15 ou 20 ans, ça représente quel gain? On sent vraiment la différence entre, disons, 30 et 35 dB? Oui, la différence est très très nette. Un double vitrage un peu ancien, mais correct, c'est autour de 28-30 dB.
Passer à 35 dB, c'est une amélioration qui change radicalement la perception du bruit à l'intérieur. Mais le chiffre le plus important à retenir, le vrai moment eureka de l'acoustique, c'est celui-ci. Quand on gagne 10 décibels d'isolation, le bruit perçu par notre oreille est divisé par 2. L'échelle des décibels n'est pas linéaire, elle est logarithmique. Ah, ça c'est une information capitale. Donc passer de 30 dB à 40 dB, ce n'est pas juste un peu mieux, c'est littéralement entendre le bruit de la rue comme s'il était 2 fois moins fort. C'est énorme. Exactement. C'est pour ça que chaque décibel compte, surtout dans les valeurs hautes. L'effort pour passer de 38 à 41 décibels à un gain de 3 décibels seulement est déjà perçu comme une réduction très significative du bruit. Et c'est là que les normes entrent en jeu d'ailleurs. Justement, la source parle aussi de subventions. Ça veut dire que dans certains cas, pour des logements très exposés, il faut viser encore plus haut que ces 35 décibels pour avoir une aide financière. Précisément, dans le cadre de la protection contre le bruit, en Suisse notamment, les cantons peuvent subventionner l'assainissement acoustique des logements qu'on dit exposés au bruit, ceux qui sont le long des autoroutes, des voies ferrées, près des aéroports. D'accord. Et pour avoir ces aides, il ne suffit pas de mettre une bonne fenêtre. Il faut installer des fenêtres qui sont certifiées conformes à l'ordonnance sur la protection contre le bruit, l'OPB. Et là, les exigences sont plus élevées. On va souvent demander des performances de 38, 40, voire 42 décibels RW pour garantir un calme suffisant à l'intérieur. Bon, si on fait le bilan de tout ça, on comprend que l'efficacité du vitrage acoustique, c'est une vraie chaîne. Et chaque maillon compte. Ça repose d'abord sur la technique du verre lui-même, la dissymétrie pour la résonance, le film feuilleté pour les graves, et la masse pour freiner le tout. Ensuite, cette super technologie ne vaut rien sans une installation parfaite. Étanchéité à l'air et traitement des points faibles, comme ces fameux caissons de store. Et à la fin, tout ça doit donner un résultat chiffré, mesurable, d'au moins 35 décibels pour que ce soit considéré comme efficace. C'est la synthèse parfaite. Le message clé, c'est vraiment qu'il faut une approche globale. On n'achète pas un vitrage, on investit dans un système fenêtre complet, pose comprise. Le confort acoustique, le vrai, on ne l'obtient que si chaque composant, de la fabrication du verre jusqu'au dernier joint, est pensé et mis en œuvre dans les règles de l'art. C'est un domaine où l'amateurisme ou l'économie sur un petit détail peut anéantir toute la performance et rendre l'investissement inutile. Toute notre discussion s'est concentrée sur comment bloquer les sons qui viennent de l'extérieur pour créer une bulle de silence. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Une fois qu'on a obtenu ce silence, une fois qu'on a construit cette forteresse contre le bruit du monde, comment est-ce qu'on gère l'acoustique à l'intérieur de nos espaces intimes? Comment les matériaux, les meubles, la forme de nos pièces influencent les sons que nous, on crée, nos voix, la musique? Et quelle est la qualité de notre propre environnement sonore?